Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, c'est à Poissy, dans les Yvelines, que Le Corbusier a installé la Villa Savoie, découverte sous le signe de la modernité. Ivana Barbarito et Benjamin Bancel font la paire. Ce duo d'architectes met toute sa créativité au service d'institutions et de particuliers. Sexe et célébrité, voici comment Versace a capitalisé sur ses grands axes pour créer un empire du désir. Dans l'atelier Maurice Arnoux, plusieurs savoir-faire prennent vie à nos pieds. Bienvenue dans l'univers de ces chausseurs parisiens. Mais avant de retrouver Ivana Barbarito et Benjamin Bancel, tout de suite point de vue. La carrière du peintre hollandais An van Meegeren débute vers 1913. Ne rencontrant pas vraiment le succès, il se lance alors dans la restauration de peintures anciennes et une idée se mit à germer. Il copia alors le style de nombreux peintres, comme Vermeer notamment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il décida de vendre ses faux aux nazis. Mais à l'armistice, ce dernier fut jugé pour avoir cédé des trésors culturels à l'ennemi. Obligé d'avouer la supercherie, il confessa être un faussaire. Que diriez-vous de prendre place à bord d'un vaisseau scientifique s'enfonçant dans les profondeurs des océans? C'est là, dans les abysses, que se dévoile sous les pinceaux de l'artiste Annika Sims toute la beauté d'un monde englouti. Aux côtés des textes du scientifique Wolfgang Dreyer, on découvre l'araignée de mer géante, la pieuvre de verre ou encore le poisson vipère. Comment la vie est-elle possible dans ces eaux si profondes? De quoi se nourrissent ces créatures? Un ouvrage subaquatique enivrant. C'est dans les années 60 que l'artiste François-Xavier Lalanne donne vie à un drôle de troupeau silencieux. Ces moutons sont une œuvre composée de bronze ou de fonte d'aluminium noir et sont habillés d'un manteau de laine. Cet amoureux du bestiaire travaillera sur l'ovidé jusqu'à la fin de sa carrière en le déclinant en de nombreuses versions. Des collectionneurs comme Yves Saint-Laurent en font l'acquisition pour le plus grand bonheur de l'artiste qui souhaitait voir la campagne rentrer dans les appartements. La Villa Savoie de l'architecte Le Corbusier a connu plusieurs vies. Elle livre désormais ses souvenirs au public pour notre plus grand plaisir. Le Corbusier disait que l'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Érigée à Poissy, en banlieue parisienne, la Villa Savoie est l'aboutissement de la série des villas puristes du célèbre architecte. Conçue entre 1928 et 1931, avec son collègue Pierre Jeanneret, elle répond à la commande du couple Savoie. Le Corbusier est tout à fait conscient du caractère exceptionnel de l'architecture de la Villa Savoie au moment même où il l'a construit. Monsieur et Madame Savoie lui laissent une grande liberté. Le Corbusier écrit sur ses commanditaires et il précise ce sont des clients sans idées préconçues, ni anciens ni modernes. C'est ce qui lui permettra de réaliser cette demeure devenue iconique et qui est désormais visitable. En effet, la Villa Savoie incarne les grands principes de l'architecture moderne théorisés par Le Corbusier, des pilotis aux toits-terrasses en passant par les fenêtres en bandeaux. L'architecte a souhaité que cette œuvre s'apprécie en mouvement. Et il dessine donc une promenade architecturale qui débute par une allée gravillonnée entourant la maison. Au-delà de l'onirisme que représente la promenade architecturale, bien sûr, chez Le Corbusier, le fonctionnalisme est toujours présent. Cette promenade architecturale va permettre, notamment à une automobile, de passer sous les pilotis, de déposer les habitants devant le hall d'entrée, puis de ranger l'automobile dans le garage avec les parois coulissantes qui ont été conçues pour cet usage. Un usage moderne, cher à Le Corbusier, qui dans toutes ses constructions s'attache à réfléchir à la fonction et à proposer des solutions sur les usages caractéristiques de son époque. Dans le hall de la villa, le visiteur découvre un escalier hélicoïdal très graphique qui était destiné au personnel de maison. La promenade architecturale, elle, se poursuit le long d'une rampe en pente douce qui mène aux étages. La rampe permet de relier. La rampe permet de ne pas regarder ses pieds et de profiter de ce que l'on voit. Elle guide aussi, l'air de rien, le visiteur dans les espaces supérieurs.
La suite parentale, comprenant une surprenante salle de bain ouverte, illustre totalement la liberté créative permise à Le Corbusier par ses commanditaires. Avoir une baignoire ouverte dans sa chambre n'est évidemment pas quelque chose d'usuel à cette époque-là. On y voit bien sûr l'allusion à l'esthétique du hammam et la découverte en fait, qu'en a faite Le Corbusier lors de ses voyages en Orient. C'est un peu surprenant pour une maison bourgeoise en Normandie. La présence des lanterneaux gorge la pièce de lumière, mais elle pose aussi des problèmes d'étanchéité qui incarnent le décalage entre les ambitions avant-gardistes de Le Corbusier et les possibilités de réalisation de l'époque. On a des témoignages de la correspondance de Madame Savoie se plaignant auprès de l'architecte du fait que non seulement cela fait beaucoup de bruit quand il pleut, mais qu'il pleut dans sa salle de bain. Et ça, c'est malheureusement une partie récurrente des relations entre Madame Savoie et Le Corbusier après la livraison de la maison, où elle va être difficilement habitable parce que l'étanchéité du toit-terrasse est complexe à mettre en œuvre à cette période-là. Mais le toit-terrasse ne sert pas uniquement à distribuer de la lumière dans la maison. Le principe du toit-terrasse ou du jardin-terrasse est important dans l'architecture de Le Corbusier puisqu'elle révèle aussi son rapport à la nature dont on va profiter à partir du moment où elle est un peu domestiquée. Le jardin ne sera salubre que s'il est constitué de dalles à l'intérieur desquelles on laisse des interstices pour pouvoir laisser pousser un petit peu d'herbe. En quelques décennies, cette maison d'exception connaît plusieurs existences. Occupée par les Allemands, puis par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, la propriété devient ensuite une exploitation agricole, puis une maison de la jeunesse et de la culture. En 1965, elle est finalement classée monument historique, et c'est l'un des rares édifices à obtenir cette reconnaissance du vivant de son auteur. Les deux chefs de file de Barbarito-Bancel nous ont ouvert leur agence d'architecture parisienne où rien n'est laissé au hasard. La spécificité de notre approche, notre philosophie, c'est imaginer l'évidence, toucher l'émotion. Et pourquoi on est intéressé par l'émotion? Parce qu'elle est à la fois universelle, c'est-à-dire elle va toucher l'ensemble des cultures. Et ça, c'est très important. C'est après plus de 10 ans d'expérience personnelle dans l'architecture et la photographie qu'Ivana Barbarito et Benjamin Bancel fusionnent leur culture franco-italienne pour fonder en 2011 leur propre agence d'architectes. Depuis leurs talents complices et complémentaires, imaginent pour les grandes maisons de luxe, mais aussi pour les chantiers publics, des intérieurs et des extérieurs élégants et intemporels. La force de notre duo, c'est la complémentarité. J'ai une approche plus théorique, méthodique, un petit peu rationnelle. Et puis Ivana, une approche beaucoup plus poétique, sensible. Le début en fait de l'histoire, chacune va aller chercher dans un endroit différent, les choses qui nous avaient plus marqué. Et après on se revoit et on voit où on est. Finalement dans la contrainte de discuter avec quelqu'un, de présenter et d'échanger et de le convaincre parfois, ou s'expliquer, ça permet de formaliser mieux sa pensée. Ouais. C'est donc à force d'échanges et d'écoute entre ces deux hémisphères d'un même cerveau, mais aussi auprès de leurs fidèles collaborateurs, que naissent des projets créatifs et entièrement réfléchis. Alors sauf que bon, faire un stock qui fait face à la placette, c'est pas génial en termes d'ordonnance de plan. Donc, surtout que là, on est déjà juste au niveau des places. Mais il faut toujours imaginer un côté flexible, libérer la salle du conseil, le côté fonctionnel quand même. On aime bien mélanger tous ces types de communication. On ne se prive pas d'utiliser de la peinture ou maquettes, des photographies pour arriver à communiquer une idée parce que c'est comme un orchestre, il y a plein d'instruments qu'on met ensemble, on essaie de mettre ensemble pour arriver à composer en harmonie de ce qu'on veut dire. Et c'est aussi la partie amusante. Fascinés par l'artisanat et les savoir-faire anciens, les deux artistes puisent bien souvent dans l'histoire de l'architecture pour révéler l'essence même des matériaux.
On aime bien en général expérimenter la matière parce qu'il faut suivre aussi la nature de chaque matière pour pouvoir aussi s'exprimer nous-mêmes. On a construit un très bon bâtiment en bois en Belgique, un restaurant, et on s'est inspiré des stavkirker norvégiennes, c'est les églises en bois. Et on est allé en Norvège et on a demandé aux artisans norvégiens comment ils faisaient il y a 200 ans. Et on a réussi à avoir des poteaux en bois d'un seul tenant. Et en fait, chaque fois, on creuse l'essence et les capacités du matériau. Et si les fondations des bâtiments d'Ivana et de Benjamin en reviennent toujours aux fondamentaux de la matière, leurs intérieurs rendent bien souvent hommage aux artisanats exceptionnels de leurs clients. Comme ici, les locaux de l'entreprise de champagne et de cognac Moët Hennessy, dont la façade végétalisée et les espaces de réception sont autant de clins d'œil au monde des vins et des spiritueux. Les matériaux qui expriment le savoir-faire des lieux de fabrication et de production de champagne et d'Hennessy, donc évidemment le verre avec les bouteilles et le calice qui sert les vins et spiritueux, le laiton thon champagne qui évoque même directement le champagne et l'entretoise de cuivre qui évoque plus les alambics du cognac d'Hennessy. L'attention était portée vraiment à chercher de développer des savoir-faire artisanaux, comme par exemple dans cette pièce, la marqueterie de paille, qui en quelque façon essaie presque de capturer les rayons du soleil qui viennent dans les fenêtres. Un ensemble de savoir-faire qui fait également écho au bâtiment art déco initial des années 30. L'art déco a énormément développé l'assemblage. On appelait ça des assembliers, c'est-à-dire une vue globale du projet. Là, c'est exactement la même chose et c'est en écho avec notre approche architecturale où on dessine du bâtiment implanté avec son site jusqu'à la poignée de porte et jusqu'au mobilier. Et c'était une chance pour nous d'utiliser le potentiel historique du bâtiment art déco. Un bel équilibre d'artisanat, de luminosité des espaces et d'hommage à l'histoire. Bonjour Ivana, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Pour vous, la beauté n'est pas accessoire, c'est quelque chose d'essentiel. Donc la beauté fait partie intégrante des projets au même titre que la fonction? La beauté est un droit. Fondamental. En fait, on parlait ces dernières années du caractère essentiel et la beauté est essentielle. Elle est essentielle au même titre que la technique et même au-delà. J'ai travaillé chez CISA pendant presque 4 ans et lui-même citait Niemeyer. Et de façon ironique, il disait si c'est beau, c'est bien. Si ça fonctionne, c'est mieux. Mais évidemment, il prenait à l'inverse les notions du Bauhaus qui ont inventé la notion de design, c'est-à-dire un objet est beau par sa fonction. Et on peut inverser la proposition. Vous vous êtes rencontrés en 2011, tous les deux. Avant ça, chacun avait son parcours séparé. On va d'abord parler un peu d'Ivana, qui a fait beaucoup de photographies, notamment des revues d'architecture, ce qui vous a peut-être aussi apporté un regard très observateur, c'est important dans vos métiers. Photographier une architecture, un lieu, ça nous force un peu à regarder au-delà, à regarder l'ensemble des choses et surtout comme les choses, ils habitent avec les personnes qui vivent les espaces ou qui traversent les espaces. Il arrive un moment qu'on sent qu'il y a un équilibre, de quelque chose que peut-être il était toujours là, mais qu'on n'avait jamais regardé. Et quand ça passe, on est touché, on est ému en quelque façon. En fait, un révélateur de beauté, la photo. En quelque façon. Et pour vous, Benjamin, l'architecture, ça a toujours été une vraie passion, une évidence. C'est vrai que très tôt, j'étais sensible aux espaces extérieurs comme intérieurs dans lesquels j'entrais et j'observais beaucoup. C'est-à-dire que j'analysais et j'étais fasciné par l'idée de comment ça a été imaginé, comment ça a été conçu. À l'instar de Gio Ponti, qui par exemple accordait autant d'importance à la construction d'un mobilier, d'une chaise, qu'à la construction d'un immeuble entier, le détail, c'est quelque chose qui fait partie intégrante vraiment de vos réalisations. Il n'y a pas une vraie échelle de l'architecture en quelque façon.
C'est le fait vraiment d'essayer de chercher l'évidence, la clarté du matériau, de la demande, de l'objet, et les synthétiser. Et ça permet d'avoir un objet en architecture qui, en quelque façon, vibre. Peut-être la personne qui traverse, elle ne regardera pas que la plante elle arrive à tourner correctement, elle ne s'interrompt jamais. Et ce n'est pas important qu'elle ne la remarque pas. Mais tout ça, ça participe à un bien-être. Et on revient à l'idée de beauté. L'idée de beauté, c'est aussi être bien dans un lieu. La beauté, c'est aussi l'harmonie de l'ensemble. Et c'est ça peut-être qui crée cette évidence dont vous parlez très souvent. Exactement. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de dichotomie entre l'espace intérieur et le bâtiment. C'est un prolongement. C'est-à-dire que le détail de la poignée de porte est en cohérence avec la façade du bâtiment et son implantation avec le site. Alors justement, vous parlez d'intérieur, d'extérieur et de fluidité. Je pense qu'aujourd'hui, l'écologie n'est pas une composante d'un projet, mais c'est le projet. Et en ça, l'architecture a aussi beaucoup évolué et changé. Cette harmonie entre extérieur et intérieur, la façon dont on construit aujourd'hui est différente. Alors je dirais que l'architecture, elle s'est perdue, elle s'est égarée. Et en fait, on retrouve le bon sens et des notions élémentaires de matériaux naturels, du fameux kilomètre zéro, de ne pas aller chercher des matériaux forcément très très loin. Et là, on se repose des vraies questions essentielles. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Versace dessine des silhouettes où célébrité, glamour et provocation se répondent pour créer cette magie propre à la maison de mode italienne. Un ensemble noir qui défile sur un podium sobre, jusqu'ici rien de plus ordinaire. Sauf que nous sommes chez Versace où rien n'est jamais tout à fait banal. Premier indice, c'est Dua Lipa qui défile, l'une des pop stars les plus populaires du moment. Elle porte une version révisée du tailleur noir, sexy et affûté, sur un podium couvert de soie, mis en mouvement par des hommes torse nus. Versace, c'est le culte du corps, de la luxure et de la célébrité. Une mode provocante qui assume la vulgarité, faite de couleurs explosives, de robes coupées en biais, d'imprimés baroques et de plateformes vertigineuses. Gianni Versace lance le mouvement dans les années 80 à grands coups de motifs gréco-romains, de soie bariolée et de figures de la Méduse qui séduit les dieux et pétrifie les mortels. Épaulé par sa sœur Donatella, il façonne le mythe des top modèles et s'entoure de stars sulfureuses. En 1997, l'assassinat du couturier épaissit la légende de la marque, une histoire de scandales et de drames familiaux qui inspirera le cinéma et la télévision. 40 ans plus tard, Naomi Campbell foule toujours le podium, suivie par Emily Ratajkowski ou par Lourdes León, la fille de Madonna. Chacune incarne une féminité décomplexée, puissante et conquérante. Sur le défilé Printemps-été 2022, Donatella Versace, désormais à la tête de la maison, continue d'en exploiter les codes provocants. En première ligne, l'épingle à nourrice, fil rouge de cette collection. Elle fait son entrée en 1994 sur une robe portée par Elisabeth Hurley à la première de 4 mariages et un enterrement. Une des tenues les plus osées jamais vues sur un tapis rouge qui érigera l'actrice encore inconnue au rang de star. Un moment de mode comme la marque sait en faire, comme lorsqu'elle habille Jennifer Lopez d'une robe transparente devenue mythique. Depuis, Versace capitalise sur la célébrité, sur le désir et sur une mode qui déshabille plus qu'elle ne couvre. Chez l'homme, ce sont des costumes vifs portés sans chemise, des maillots de sport en soie fluo, des fleurs et du rose sur des corps musclés. Un nouvel engouement pour les archives de mode et pour les pièces vintage des années 90 a également remis la marque sur le devant de la scène. Alors Donatella redouble d'imprimés, de couleurs et d'accessoires exubérants.
Et sa recette n'a pas pris une ride. Toujours plus flash, toujours plus pop, toujours plus dénudé. À l'heure où l'on célèbre l'acceptation de soi, les corps décomplexés et le vêtement comme outil de pouvoir, la maison Versace reste le temple du désir exacerbé et n'est pas prête de fermer ses portes. Clous, coups de marteau, soie précieuse et ancienne, entrent dans une danse au rythme des gestes des artisans chausseurs, découverte. Dans les années 50, les gens ils savaient ce que c'était. Il y avait des bottiers dans tous les quartiers, il y avait 2 ou 3 bottiers, en plus des cordonniers. La chaussure sur mesure est désormais surtout présente dans les maisons de haute couture, mais aussi dans cet atelier associatif du 18e arrondissement de Paris, fondé par Maurice Arnoux en 2005. Rejoints par 2 autres maîtres bottiers, leur but était de faire perdurer ce métier peu connu, qui est pour eux une passion. Quand je faisais des souliers, j'avais le stress jusqu'à l'essayage. Quand ils mettaient le pied dedans, ils étaient contents. Alors là, j'étais le plus heureux des hommes. Des centaines et des centaines de paires de souliers que j'ai fait, c'était pareil. Au départ, on a le stress. Les chaussures, c'est pas un vêtement. Si la personne a la mal aux pieds, ça va pas. Si aujourd'hui Jacques s'affaire sur des réparations de souliers, il garde un œil attentif sur le reste de l'atelier en plein apprentissage. Ici, chacun apprend à son rythme grâce à une dizaine de formateurs et de professionnels de la chaussure qui se relaient pour donner vie à l'atelier et montrer toute la diversité du métier. Chaque partie de la chaussure fait partie, c'est un métier à part. Donc il y a les formiers, après il y a les patronniers piqueurs, les monteurs, et après il y a les bûchonneurs en fait, ceux qui terminent et on va dire fait la mise en beauté des chaussures. L'atelier s'est d'abord démarqué par la spécificité de faire des chaussures pour les femmes. Pour que ces souliers soient les plus légers et les plus esthétiques possibles, les différentes parties de la chaussure sont collées. Je vais monter cette paire d'escarpins, c'est en soie ancienne, donc on peut même voir les traces d'usure. Donc là, je suis en pleine préparation des renforts, donc toutes les parties qui vont permettre à l'escarpin d'être en forme et d'être aussi confortable. Après quelques années pour maîtriser le métier, il faut en tout environ 20 heures pour réaliser une paire de chaussures de A à Z. Une paire qui durera très longtemps. Les chaussures sur mesure sont toujours plus légères en fait, par rapport aux chaussures industrielles. Donc, si tu prends un escarpin qu'on fait ici, il a une légèreté, tu te dis, bon, oui, avec ça, je peux en effet marcher des heures et des heures. Dans l'atelier, des cours de création de souliers d'hommes sont aussi proposés. Et la technique diffère du soulier de femme, car celle-ci est cousue. Une fois la toute première semelle réalisée, de nombreuses couches et techniques s'ajoutent pour créer la chaussure. Le soulier homme, il est encore fait souvent de manière très traditionnelle, avec des coutures. Là, j'ai par exemple plusieurs étapes de fabrication du soulier. On a vu tout à l'heure la première de montage, on va voir donc après le mur. Où on vient creuser dans le cuir, on va vraiment façonner le cuir pour pouvoir venir recevoir après le montage d'une tige, une couture trépointe. Donc là, voilà, donc ça donne ça aussi en cousu. Donc ça, c'est que sur des petits bouts pour faire des exercices, des entraînements. Sur cette même trépointe, on va venir poser une semelle et c'est grâce à cette trépointe qu'on va pouvoir faire le lien pour faire la couture petit point, qui est la couture qui vient recevoir la trépointe et la semelle. Et donc, vu que ça, c'est cousu aussi à la tige et à la première de montage, toute notre chaussure est entièrement cousue. Coudre, travailler le bois, maîtriser le dessin, couper le cuir, autant de matériaux et de formes qui font la spécificité de chaque paire et qui donnent le rythme de la création. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir à la fois des gestes hyper précis. Donc il faut vraiment pouvoir voilà, chercher le petit détail. Et en même temps, il y a des moments où on tape un peu, où on doit un peu donner un peu plus d'énergie, de force. Et en fait, j'aime bien dans ce métier, il y a plein de temps différents comme ça.
La précision des gestes et le choix des matériaux donnent à la chaussure sur mesure une qualité incontestée. Et tous les formateurs ici ne souhaitent qu'une chose, faire perdurer ce savoir-faire ancien et précieux. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!